Donc, bonjour à tous, Nadine Morillo du Cariforef. On est ensemble pour 1 heure sur le sujet des nouvelles modalités de rémunération et de sécurisation des formations sur Région Formation. Donc, avec en ordre du jour, alors s'il te plaît Flavie, est-ce que tu peux, merci, une introduction par Madame la Miss de la région que je le laisserai se présenter, une première partie sur les entrées en formation avec Benoît Drapeau de la RML et puis Flavie Cerdo de la région, une seconde partie sur la rémunération des stagiaires avec Florent Liétou de la région, puis il y aura aussi une intervention de Mathilde Rébulard ou d'Élodie Marchand de la région. Et puis pour finir, un dernier point sur les aides complémentaires avec de nouveau Florian Liétou et Benoît Drapeau. Donc je vous redis, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. Au contraire, ça permet d'avoir un échange naturel avec les intervenants. Utilisez pour ça la fenêtre de conversation, donc le petit menu chat en bas de votre écran. Madame la Miss, du coup, je vous invite, je vous passe la parole pour l'introduction du webinaire. Merci Nadine. Bonjour à tous. Lidwine Lamis, donc chef de service des formations préparatoires et qualifiantes au sein de la région dans la direction de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Donc je vais introduire ce webinaire en faisant un petit rappel sur les nouvelles modalités de rémunération et de sécurisation des formations financées par la région. Vous avez reçu un courrier courant mai de la part de notre directeur général adjoint qui précisait toutes ces dispositions. Donc la première, il a été décidé l'abaissement à 16 ans de l'âge minimal requis pour entrer en formation visa. Ensuite, le délai de carence de 6 mois a été supprimé entre la sortie de formation initiale et l'entrée en formation professionnelle continue. Une personne qui décroche donc un diplôme de son lycée en mai peut entrer très rapidement dans les dispositifs Région Formation. Il a été ensuite mis en œuvre la possibilité pour les organismes de formation d'accueillir et de positionner directement en formation un demandeur d'emploi qui s'est orienté lui-même sans préalable de fiche de liaison émise. Voilà, l'idée étant de pouvoir assurer aux demandeurs d'emploi le meilleur service possible pour sa formation professionnelle. Ensuite, il a été mis en œuvre la possibilité pour les valideurs donc, de générer la fiche de liaison via WeForm. Et enfin, a été mis en pratique la fin de l'inscription préalable auprès de Pôle emploi pour les candidats. Voilà pour ces quelques rappels de mise en œuvre des dispositifs formation de la région. Donc, pas mal de changements dont l'objet, c'est de vous les expliquer, d'en expliquer une partie aujourd'hui. Alors, je prends la suite, Nadine, si tu souhaites. Donc, je suis Flavie Cerdo, gestionnaire au sein du service de Madame Lamis, qui vient de présenter un peu le service. On a souhaité faire un premier point sur vraiment l'articulation du rôle entre les organismes de formation et les valideurs avant l'entrée en formation. Donc, sur ce schéma, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très visuel sur ce que chacun d'entre nous, avons à faire. Donc, au moment où nous, région, nous passons la commande régionale, en tant qu'organisme de formation, donc tout ce qui est les petites bulles bleues, ce sont les organismes de formation et les bulles vertes, les valideurs. Donc, dans un premier temps, organisme de formation, on vous demande vraiment de saisir la programmation complète dans l'outil Sophie, de façon à ce que toute la programmation soit connue de l'ensemble des valideurs et du grand public. De transmettre la fiche descriptive en annexe, que ce soit à nous, région, mais aussi et surtout à vos référents valideurs pour qu'ils puissent avoir connaissance de vos actions de formation. Et puis, de saisir les informations collectives dans l'outil applicatif Sophie et les plages de candidature dans l'outil Kéros. Alors, il y a bien une attention particulière à avoir sur ce point-là, puisque aujourd'hui, ce sont 2 démarches différentes sur deux applicatifs différents. À terme, normalement au mois de septembre, il y aura une évolution pour vous permettre, organisme de formation, de saisir vos plages de candidature directement dans l'outil Sophie.
il y aura voilà, une actualité à ce moment-là et déjà un webinaire d'organiser le 14 septembre qui y sera dédié avec toutes les évolutions à venir sur Sophie. Donc voilà, une première petite alerte là-dessus. Je précise juste, Oui. Flavie, donc le CARIFOREF des Pays de la Loire développe pour faire en sorte que ce soit effectivement que la fonctionnalité soit accessible aux organismes en septembre. Ce qu'on ne maîtrise pas, nous, c'est le temps qui va être nécessaire avant que ça passe dans les tuyaux nationaux et que du coup ce soit visible sur WeForm. Ça, on ne peut pas s'engager sur septembre. Mais en tous les cas, sachez que c'est quand même ce qui nous attend dans les mois à venir. Oui, effectivement. Donc là, c'est vraiment une toute première phase, on va dire, d'information de la part des organismes de formation envers le grand public et envers l'ensemble des collègues valideurs. Je vais laisser Benoît Drapeau prendre la suite sur les valideurs et je reprendrai la fin avec les organismes de formation. Oui, bonjour à tous et toutes. Merci de votre participation, puisque c'est une évolution importante que cette évolution en termes de rémunération, mais aussi en termes de sécurisation des parcours. Comme nous le savons tous, une entrée en formation, ça nécessite d'une part d'avoir vérifié le projet de formation, le projet du candidat. Cette vérification, nous le savons, elle s'opère par des enquêtes métiers, par la visite du centre de formation ou visite de plateau technique. Bien entendu, nous valorisons l'expérience à travers tout simplement des PMSMP, donc des immersions en entreprise pour vérifier aussi ce projet. Et bien entendu, l'expérience du candidat joue beaucoup pour faciliter son recrutement. Donc un des rôles des valideurs qui est assez essentiel, c'est bien entendu, avant de tout entrer en formation, de pouvoir vérifier le projet. Il me paraît indispensable de l'indiquer déjà à cette étape. Qui dit entrer en formation dit aussi préparation et anticipation des démarches administratives à travers la récolte des documents qui sont nécessaires pour l'élaboration du dossier de rémunération. Donc plus tôt on s'y prend, mieux le dossier de rémunération pourra être constitué, avec une évolution qui est importante aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir attester en tant que mission locale ou valideur de la rémunération du stagiaire avant l'entrée en formation, ou tout du moins de son inscription ou pas à Pôle emploi. Or aujourd'hui, il est possible de pouvoir entrer en formation sans justement être inscrit comme demandeur d'emploi, mais juste en recherche d'emploi. Les documents sont en cours d'élaboration et on se prépare avec le conseil régional à la rentrée à pouvoir diffuser justement un modèle type d'attestation en attendant d'avoir les éléments nationaux qui seront transmis. Alors, la date n'étant pas connue, mais on l'espère d'ici la fin de l'année. Qui dit entrée en formation dit aussi sécurisation du parcours à travers une simulation. Une sorte de simulateur de frais et puis bien entendu de rému. On observe souvent des décrochages en fait en démarrage de formation parce qu'on n'a pas bien anticipé les frais par exemple liés au déplacement ou à la nourriture ou la garde d'enfants. À ce niveau-là, il est important de pouvoir établir pour les valideurs en fait un budget prévisionnel qui permet de mobiliser ensuite les aides. Et c'est bien tout l'objet aussi de ce webinaire que de réactualiser les informations autour de la rémunération qui permettront justement de pouvoir réactualiser ce budget et pouvoir le mettre en perspective pour la durée complète de la formation. Je pense particulièrement aux formations longues, formations visa, sur lesquelles effectivement on a à sécuriser le parcours sur l'ensemble de la période, souvent 7, 8 mois, voire 1 an et plus. D'un point de vue plus technique, c'est bien nos valideurs, alors plus particulièrement les missions locales, de faire la prescription dans les systèmes d'information. Pour les missions locales, ça concerne plus particulièrement effectivement WeForm. Pour Pôle emploi, donc c'est Aude. Cette transmission d'informations, une fois que tout a été fait en amont, comme l'a présenté Flavie, quand tout a été fait en amont, ça permet effectivement de positionner le candidat à la fois sur des informations collectives ou des plages de recrutement. Donc, quand tout fonctionne bien, puisque nous sommes sur une amélioration permanente, quand tout fonctionne bien, effectivement, le candidat apparaît dans le système d'information et l'organisme de formation a un délai pour pouvoir indiquer si la personne est venue, si elle a bien rempli les conditions pour entrer en formation et donc permettre, juste d'un point de vue SI, cette intégration en formation avec la génération ensuite des fiches qui accompagnent cette entrée en formation. Donc, vérification du projet, on anticipe à travers la récolte des documents et la constitution du dossier au plus tôt qu'on le peut, dès l'information collective idéalement. Bien entendu, une projection sur les dépenses du candidat et du futur stagiaire afin de mobiliser les aides, et puis l'acte prescriptif d'un point de vue système d'info.
Alors, je prends le relais effectivement sur une fois que les conseillers missions locales ou Pôle emploi vous avez prescrit sur ces plateformes, vous, organismes de formation, vous pouvez retrouver les candidatures et les prescriptions dans le logiciel Keros. Ce qui était important aussi pour les valideurs, c'était bien de remettre que la fiche régionale était vraiment importante parce que si elle n'est pas complétée par les conseillers via ces outils, les organismes de formation n'arrivent parfois pas à récupérer les coordonnées des prescriptions. Donc, ont une vraie difficulté à recontacter leurs candidats. Vous avez récupéré les prescriptions et les candidatures sur Keros. Vous passez à votre processus de recrutement, comme le disait Monsieur Drapeau, information collective, les tests, les entretiens individuels. Et ensuite, l'intérêt est vraiment important de pouvoir re-remplir dans Keros la solution trouvée. Est-ce que le candidat a été retenu ou non? Est-ce qu'il s'est présenté ou non à cette information collective pour pouvoir informer son valideur de la suite de son parcours. Et ensuite, tout naturellement, il a été retenu sur la formation. À vous de créer le dossier administratif complet et puis de commencer les démarches sous Fort Pro et les démarches administratives, on va dire, pures. Voilà ce qu'on voulait représenter succinctement, rapidement, mais clairement aussi avec vraiment ce lien sur lequel on veut insister, organismes de formation et valideurs en amont de l'entrée en formation pour s'assurer d'avoir le moins de décrochage possible. Nadine, je te laisse peut-être reprendre la main. Alors, avant qu'on passe à la spécificité des stagiaires reconnus travailleurs handicapés et de la rémunération, il y a deux questions qui sont les questions brûlantes d'actualité. Je vais peut-être inviter les différents intervenants à ouvrir leur webcam pour pouvoir répondre à ces questions. Alors, je commence par celle qui est arrivée le plus récemment sur la fiche de liaison que tu as évoquée, Flavie. Les centres de formation nous la demandent toujours. Alors, sachez que parmi les participants aujourd'hui, il y a et des valideurs et des organismes de formation. Donc voilà, elle n'est plus obligatoire et pourtant les centres nous la demandent toujours. Je ne sais pas si quelqu'un peut apporter une réponse à cette question. Je peux compléter ce que disait Flavie tout à l'heure, c'est qu'elle n'est plus obligatoire et pourtant elle permet aux OF, aux organismes de formation, de disposer des coordonnées des stagiaires et de pouvoir les contacter et de disposer des informations pour pouvoir prendre contact effectivement avec eux. Donc, elle est, dans la mesure du possible, nécessaire. Alors, on a le pendant, effectivement. Effectivement. Nous, de notre côté, en tant qu'organisme, on les demande plus, mais on nous les transmet toujours. A priori, des deux côtés, l'information n'est pas connue de tous. C'est bien l'objet des webinaires qu'on fait nombreux en ce moment sur effectivement tous ces changements qui nécessitent d'être expliqués, d'être accompagnés. Donc effectivement, une personne de l'URMA est également abonde dans le sens que c'est important pour avoir des éléments. Et puis, on a aussi la possibilité d'effectuer la fiche de liaison via Aude, mais les centres de formation n'ont a priori pas de vue dessus. Alors, ça, c'est une des difficultés, c'est qu'effectivement, Pôle emploi accède à Aude, les missions locales et les Cap emploi accèdent à WeForm et les organismes accèdent à Keros. Et ça, c'est une petite difficulté de compréhension finalement mutuelle. Je ne sais pas si quelqu'un veut apporter un commentaire à cette remarque de Madame Brousseau, qui du coup, elle, accède via Aude, parce que c'est une personne de Pôle emploi. Non, pas forcément. Alors du coup, je poursuis sur une question de Laurent. Les opérateurs CEP sont-ils dans les valideurs? Nadine, il me semble que Maëlle a apporté une réponse, mais le micro est éteint. Ah.
Effectivement, Maëlle, on ne t'entend pas. Comment ça se fait? Est-ce que vous m'entendez? Ah oui. Pardon. Excusez-moi, oui. Bonjour à tous. Donc, Maëlle Ledevise, juste pour rappeler ce sujet des différents outils et qui accède à quoi et qui voit quoi, on l'a longuement abordé dans 2 webinaires qui doivent être encore accessibles sur le site du CARIF concernant l'articulation WeForm, Aude, Kéros, et ce que voient les différents interlocuteurs sur tout le sujet de l'orientation en formation. Et peut-être une petite question de sémantique. En fait, quand on parle de fiches régionales et de fiches de liaison, en réalité, on parle de la même chose. La fiche régionale et la fiche de liaison dématérialisée, qui comporte exactement les mêmes informations que ce qu'on avait historiquement dans la fiche de liaison papier. Alors, je confirme à tous les participants, ça se trouve à la même adresse que j'ai mis dans la fenêtre de conversation au début. C'est à cet endroit-là que vous retrouverez l'enregistrement et le support d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez effectivement regarder 2 webinaires, un pour les missions locales et les cap emploi spécifiquement sur WeForm, et un autre à destination des organismes de formation sur effectivement l'articulation entre Sophie, Kéros et WeForm. On avait une question tout à l'heure, la première question qui avait été posée en fait sur l'inscription à Pôle emploi. Une question de Madame Véco de la mission locale de Nantes. L'inscription à Pôle emploi n'est plus requise. Cette règle s'applique-t-elle à toutes les formations financées région? Prépa Avenir, Rebond, Prépa Clé. Alors oui, ça s'applique à l'ensemble de régions formation. Néanmoins, je rappelle ce qui avait été indiqué au préalable, c'est que cette inscription préalable n'est plus obligatoire, indispensable, mais néanmoins, la région demande tout de même aux organismes de formation de bien veiller à ce que dans les 15 jours qui précèdent la sortie de formation, la personne soit inscrite auprès de Pôle emploi. L'idée de lever l'inscription préalable était de faciliter, de raccourcir des délais d'entrée en formation ou de lever des freins à l'entrée en formation pour une entrée en formation plus rapide quand cela était nécessaire. Néanmoins, pendant le cursus de formation, il est bien de pouvoir accompagner le stagiaire dans une éventuelle inscription à Pôle emploi avant sa sortie. Je me permets d'intervenir au titre du réseau des missions locales. Effectivement, jusqu'à maintenant, l'inscription à Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi était nécessaire. Elle ne l'est plus, mais pour autant, cette inscription est à mettre en place le plus tôt possible, idéalement à l'intégration en formation. On sait que sur quelques dispositifs, par rapport au public, ça peut être plus complexe, et c'est bien là toute la souplesse qui est apportée. Mais voilà, j'invite l'ensemble du réseau, en tout cas des missions locales, à maintenir cette formalité administrative qui n'est pas qu'une formalité d'ailleurs, et qui permet aussi aux bénéficiaires d'avoir accès à une palette de services et un statut. Ok, on va peut-être poursuivre sur les points suivants et puis d'autres questions arriveront, j'imagine, avec les nouveaux sujets. Vous m'entendez? Oui. Donc, c'est Mathilde Rébulard de la région. Donc, concernant les stagiaires reconnus travailleurs handicapés, en tout cas les candidats, la démarche engagée depuis de nombreuses années en Pays de la Loire, c'est que l'ensemble des stagiaires en situation de handicap puissent accéder au droit commun de la formation et donc à tous les organismes de formation avec des adaptations si nécessaire. Une des clés de réussite de ces parcours de formation, c'est de pouvoir sécuriser le parcours de formation dès l'orientation du candidat. C'est-à-dire que les mesures et le diagnostic qui sera fait
à l'orientation du candidat, c'est une des clés pour avoir un parcours réussi. On sait que lorsque les difficultés apparaissent en cours, c'est toujours plus compliqué de les régler à ce moment-là, que ça va être plus simple si on le sait dès le départ. Donc, pour ce faire, dès que le projet de formation est identifié, c'est-à-dire entre le premier petit cercle et le deuxième petit cercle qu'a présenté Benoît Drapeau tout à l'heure, il faut mobiliser le référent handicap de l'organisme de formation pour, à trois, référent de parcours, référent handicap, puis la personne, sécuriser le parcours. L'objet de ces échanges, c'est de vérifier ce qui a déjà été mis en œuvre et donc ce qui doit être mis en œuvre pour la formation, savoir où en est la personne de sa reconnaissance de travailleur handicapé, savoir si des prestations qui sont proposées notamment par la GFIP ont été mis en place. On a par exemple des prestations d'appui spécifiques qui mobilisent des spécialistes pour évaluer les capacités de la personne dans son projet professionnel et puis identifier des techniques de compensation dans son parcours. Par exemple, il y a aussi les nouvelles formations Inclus Pro qui peuvent être des formations complémentaires lorsqu'on sent qu'il y a une marche un peu haute à franchir pour entrer en formation dans le droit commun de la formation. Et puis, si mobilisation de ces outils, on va vérifier les adaptations pédagogiques si elles sont nécessaires, vérifier les compensations du handicap avec, si besoin, des aides techniques, matérielles, humaines, des aides au déplacement, des aides financières au recrutement des alternants qui existent également. Et puis, ça permet aussi de déclencher le droit d'option pour la rémunération et les aides à la mobilité. Je vous laisse poursuivre. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, dans l'immédiat, il n'y a pas de questions sur ce point-là. Ça viendra peut-être un petit peu plus tard. Tu restes avec nous, Mathilde, s'il y a des questions plus tard. Tout à fait. Et du coup, Florian, on passe sur les évolutions en matière de rémunération. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Florian Liétou, je suis responsable du pôle conditions de vie des apprenants à la région des Pays de la Loire, donc au sein du service coordination de Maëlle des Devises, de la direction de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Donc, on va parler de rémunération, qui est un élément essentiel de la sécurisation des parcours, à la fois pour l'accès et pour le maintien en formation des stagiaires. Un petit rappel sur le contexte et le cadre juridique avant de vous parler des évolutions importantes au niveau national et au niveau régional sur la rémunération. Alors, la région, elle verse une rémunération publique de stage à l'ensemble des demandeurs d'emploi non indemnisés par Pôle emploi sur les programmes de région formation. Donc, c'est 30 millions d'euros de rémunération pour plus de 11 500 demandeurs d'emploi par an sur visa, accès et prépa. La rémunération moyenne, elle est de 645 € par mois pour les stagiaires qui sont rémunérés par la région. C'est selon des montants qui varient en fonction des barèmes qu'on vous présentera tout à l'heure. Et cette rémunération, elle s'accompagne d'aides connexes aux frais de transport, à l'hébergement et d'une protection sociale. Emmaëlle ? Oui, pour compléter ce qu'indique Florian et par rapport à ce que je vois dans le fil de discussion, donc la région, elle intervient pour les demandeurs d'emploi qui ne sont pas indemnisés par Pôle emploi. Donc effectivement, il convient au moment où le dossier de rémunération est monté qu'on s'assure bien que la personne ne perçoit pas de droits. Et ça concerne, en réalité, c'est un stagiaire sur deux qui rentre sur région formation qui bénéficie de la rémunération région. Donc, l'inscription à Pôle emploi n'est pas obligatoire pour entrer en formation ou pour être rémunéré, mais on doit vérifier au moment où le dossier est monté que la personne n'est pas indemnisée.
Effectivement, parce que le régime d'indemnisation au titre de l'assurance chômage et le régime de rémunération publique de stage sont exclusifs l'un de l'autre. Hein. Donc, c'est des droits au titre de l'assurance chômage d'une personne qui prime sur son type d'indemnisation en formation. Il n'aura une rémunération versée par la région que lorsqu'il n'a pas de droit Pôle emploi pour résumer. On verra qu'il y a une subtilité pour les personnes avec une reconnaissance travailleur handicapé. Donc, petit rappel sur le cadre juridique de la rémunération. Donc, c'est le Code du travail hein, qui encadre cette compétence de la région. Le Code du travail, il fixe comme mission à la région d'agréer à la rémunération des formations. Et le Code du travail établit un certain nombre de responsabilités pour les directeurs d'établissement au centre de formation. Donc, des responsabilités sur la constitution des dossiers, sur la transmission des demandes, sur la communication de l'assiduité des stagiaires et sur la situation qui évoluerait en cours de formation. Concrètement, en région des Pays de la Loire, ça se décline dans un règlement d'intervention et dans des cahiers des charges qui lient les organismes de formation avec la région. Les cahiers des charges et le règlement d'intervention de la région prévoient il est attendu des organismes de formation qu'ils aient une équipe administrative suffisante pour la prise en charge de ce sujet, avec des délais qui sont fixés. Hein. Dès le premier jour de formation, l'OF doit remettre au stagiaire un dossier de rémunération et l'accompagner et l'informer. Ce dossier doit être validé dans les 5 jours ouvrés qui suivent l'entrée en stage et une transmission des états de présence dans les 2 jours ouvrés du mois écoulé. Concrètement, l'organisme de formation, au moment de l'entrée en formation, il informe les stagiaires sur les dispositifs mobilisables auprès de la région. Donc, à la fois la rémunération, les aides de transport, les aides connexes, les aides type protection sociale ou fonds social d'urgence. Il fait en sorte d'identifier les stagiaires qui peuvent venir à court de droit pour l'emploi en cours de formation pour assurer la suite de leur parcours. Il identifie les travailleurs handicapés qui sont susceptibles d'exercer un droit d'option, hein, c'est-à-dire que seules les personnes avec une reconnaissance travailleur handicapé peuvent opter pour l'un ou l'autre des régimes, c'est-à-dire qu'ils peuvent choisir le régime de rémunération le plus favorable, soit la rémunération de la région, soit les droits au titre de l'assurance chômage. Et puis l'OF, il accompagne les stagiaires dans la constitution du dossier de rémunération en aidant à rassembler l'ensemble des pièces justificatives attendues. Et à J+5, donc, il transmet aux services régionaux en charge de la gestion de la rémunération. En région des Pays de la Loire, cette gestion elle est confiée à la société Docapost, une filiale du groupe La Poste hein, qui gère pour la région et en son nom hein, la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle continue. En cours de formation, l'organisme de formation il doit signaler tout changement de situation administrative. Il doit transmettre les abandons, les renvois. Il doit assurer les formalités liées aux accidents du travail et aux maladies. Et surtout, chaque mois, au plus tard dans les 3 jours qui suivent le mois écoulé, il communique les états mensuels de présence des stagiaires, puisque la rémunération est versée à terme échu, c'est-à-dire qu'on ne paye que dans les jours qui suivent le mois écoulé, la rémunération sur le mois écoulé. Donc, en fonction des présences effectives. On attend d'avoir l'assiduité réelle des stagiaires avant de verser la rémunération qui est proratisée en fonction de sa présence. Et en fin de formation, bien entendu, il informe les services de la région via Docapost de la sortie des bénéficiaires. C'est un élément important hein, puisque la région elle est amenée à demander le reversement des sommes indûment perçues. Et donc, toute rémunération qui est versée pour des présences qui n'auraient pas eu lieu en formation donne lieu à un recouvrement par la région des sommes indûment versées. Donc, ça peut mettre en difficulté les stagiaires si on oublie, par exemple, de les sortir de formation ou si on les déclare en formation alors qu'ils ne l'étaient pas, puisque les services de recouvrement de la région prennent la suite et vont recouvrer les sommes perçues. Florian, il y a 2 questions qui portent sur les stagiaires bénéficiaires d'une reconnaissance de travailleur handicapé. Une personne ayant une pension d'invalidité peut-elle prétendre au droit d'option ou faut-il
impérativement la RQTH délivrée par la MDPH? Alors, pour bénéficier du droit d'option, il faut soit une RQTH valide à l'entrée en formation, et ce droit d'option, il s'exerce qu'à l'entrée en formation, ou il faut une orientation en formation par une MDPH. Donc, une pension d'invalidité seule ne suffira pas à déclencher la rémunération région. Il faut soit une RQTH, soit une orientation par une MDPH sur la formation. Très bien. Et puis, j'ai l'impression que tu as en même temps répondu à la question de Cindy de Pôle emploi. Un demandeur d'emploi a une reconnaissance en cours de formation. Le choix de droit d'option TH est-il possible? Alors, nous, on précise bien dans le règlement d'intervention de la région que ce choix il s'effectue avant l'entrée en formation, que le droit d'option, c'est à ce moment-là qu'il est activable. Après, si c'est une question de mauvaise information du stagiaire, qu'il n'a connaissance de ce droit d'option qu'après être entré en formation, si il a obtenu une RQTH tardivement, mais de manière rétroactive, la région peut être amenée bien entendu, à activer le droit d'option dans ce type de cas. Très bien. Et il y a une question de M. Houssin de Pôle emploi également, un peu technique. Certains jeunes retenus pour le dispositif intégré Prépa-Rebond viennent vers Pôle emploi pour une inscription qui ne correspond pas à la définition réelle de l'inscription. Ils se retrouvent donc en IFP, catégorie 5, sans entretien d'inscription, calcul d'allocation ni suivi. Alors que c'est des individus formation PIC, pourquoi? Alors, je pense que ça a été couvert par les interventions précédentes. On est dans le cadre des nouvelles modalités d'entrée en formation et sur la question de l'inscription à Pôle emploi. Donc, je vais peut-être laisser Benoît, Lidwin ou Maël revenir sur cette question de l'inscription à Pôle emploi sur le dispositif intégré qui a évolué récemment. Alors on voit globalement cette question d'inscription à Pôle emploi, elle a suscité là plusieurs questions dans ce webinaire. Sans avoir le détail, bien entendu, des quelques jeunes que cela peut concerner sur le dispositif intégré, mais il me semble en fait que dans le cadre effectivement du repérage des jeunes, mais aussi parce que le dispositif intégré a été pensé comme un dispositif permettant en fait à des stagiaires de pouvoir intégrer la formation sans être inscrits, puisque c'était un des freins potentiels justement pour pouvoir entrer en formation. Il y a une étape qui a été mise en place effectivement d'inscription a posteriori. Si je ne me trompe pas, M. Houssin, on était plutôt sur la période justement d'avant l'évolution sur l'attestation d'entrée en formation qui peut être aujourd'hui, dans les textes générés par les valideurs, particulièrement les missions locales. Cette attestation, elle permet justement de pouvoir engager et enclencher le dossier de rémunération, et de manière intermédiaire, il a fallu trouver en fait une modalité d'inscription à Pôle emploi pour pouvoir justement permettre d'engager le dossier de rému, ce que disait Maël de Devisa il y a quelques minutes. Donc il me semble que les cas que vous citez sont sans doute les cas avant mai. On prépare justement, et ce que j'indiquais, c'est qu'on prépare effectivement sur les entrées de septembre une fluidité beaucoup plus importante pour ce type de dispositifs qui sont très fortement visés justement par cette réforme aussi. Donc, voilà, si M. Houssin, vous souhaitez compléter votre question ou vos remarques, je pense avoir répondu en partie. En tout état de cause, nous, en pratique, au niveau de la région, on a introduit de la flexibilité sur la constitution des dossiers de rémunération et cette question de la notification de rejet à produire, de rejet de droit Pôle emploi à produire au moment de la constitution des dossiers. Donc, depuis au moins quelques mois, les services de la région acceptent de prendre des dossiers sans apporter la preuve d'une inscription à Pôle emploi. Et Florian, il y avait une autre question sur une rému-région pour les TH. Aura-t-elle un impact sur l'ARE, notamment en termes de jours indemnisables réduits? Oui, effectivement, le droit d'option, en pratique, c'est souvent une rémunération région. Le travailleur handicapé préférera une rémunération puisqu'elle est sur des montants qui sont
souvent très important, jusqu'à 2 000 € par mois. Et en plus, elle permet à la personne de conserver ses droits au titre de l'assurance chômage pour enfin, un report des droits pendant la formation. Donc, ça permet de conserver le montant de jours indemnisables et d'avoir une rémunération plus favorable pendant la période de formation. Donc, oui, ça a un impact sur la RE, c'est-à-dire que ça, normalement, j'imagine que côté Pôle emploi, ça suspend le versement de la RE et des jours et le stock de jours indemnisables. Oui. Parfait. Et vraisemblablement, effectivement, Monsieur Houssin a trouvé réponse à sa question. Il y avait également, avant que... Non, alors je te laisse poursuivre, Florian, sur la rémunération, parce qu'il y avait aussi des questions sur qui peut accéder à Visa Métier. On y reviendra après. Donc après ce rappel sur les obligations et le cadre juridique sur la rémunération, un petit point sur les dernières évolutions. Évolution au niveau national, puisque suite à l'annonce du plan Un jeune, une solution, et le gouvernement a introduit une réforme des barèmes de rémunération. Elle était attendue au 1er janvier 2021, mais elle est entrée en vigueur au 1er mai 2021, avec des décrets qui sortent du boulot pour adapter les barèmes. Ce qu'on fait aujourd'hui est complété par des décrets qui arriveront au cours de l'été et au cours du deuxième semestre 2021. Une réforme importante, hein, puisque ça faisait plusieurs dizaines d'années que les montants de rémunération n'avaient pas été touchés. Donc, on simplifie le système avec, en gros, un système qui repose sur l'âge uniquement des stagiaires. 200 € pour les personnes mineures, donc de 16 à 18 ans, 500 € par mois de 18 à 25 ans et 685 € par mois pour les plus de 26 ans. Ça, c'est l'objectif de simplification des barèmes. Des catégories, des statuts de stagiaires ont été réintroduits au fil des discussions. Donc, on récupère les jeunes qui avaient une activité intérieure qui, eux aussi, seront à 685 €, même s'ils ont moins de 26 ans. Les personnes ayant eu 3 enfants, les parents isolés et les travailleurs handicapés de moins de 26 ans auront également ce barème de 685 €. Importante des barèmes. À présent, l'organisme de formation comme le stagiaire sont susceptibles de savoir quel montant de rémunération ils vont percevoir à l'entrée en formation, ce qui n'était pas forcément le cas avant, avec un système de barème qui était très compliqué. Ça, c'est pour les évolutions au niveau national depuis le 1er mai 2021. Parallèlement à ça, la région des Pays de la Loire, elle a adopté un certain nombre de mesures pour sécuriser aussi les parcours et pour revaloriser les barèmes de rémunération. Depuis juin 2020, la région a introduit une rémunération de 850 € minimum sur certaines formations en tension, hein, sur les secteurs de l'industrie, du bâtiment et des travaux publics, ainsi que sur le dispositif intégré de prépare-rebond. Et depuis le 1er avril 2021, cette mesure de revalorisation de la rémunération à 850 € sur certains secteurs, elle a été étendue à l'agriculture, au numérique et au tourisme. Donc ça, c'est une mesure volontaire de la région, hein, pour sécuriser les parcours et pour attirer de nouveaux stagiaires sur ces formations. Et enfin, une autre mesure de la région, à l'occasion des nouveaux barèmes Code du travail que l'on voit sur la gauche, hein, 200, 500 et 685 €, la région a décidé de maintenir un barème plus favorable qu'elle appliquait depuis quelques années. C'est-à-dire que les parents isolés qui rentrent sur Région Formation continueront à toucher une rémunération de 1 002 € par mois. C'est un effort important de la région des Pays de la Loire. On a une question de Madame Brunet de la Chambre d'agriculture. La RFF de Pôle emploi sera-t-elle revalorisée également ou reste-t-elle sur 650 €? Alors, ça, c'est une question qui serait plus pour Pôle emploi. En tout cas, moi, ce que je peux indiquer, c'est que les nouveaux barèmes du Code du travail s'appliquent également à la rémunération versée par Pôle emploi. J'imagine que les montants de la rémunération de fin de formation vont s'adapter à ces nouveaux barèmes. Et on avait une question de Monsieur Hamza du CFPPA qui était la même, en fait. La rému fin de formation Pôle emploi est-elle alignée à ce nouveau barème?
Alors, la RFPE, donc la rémunération servie par Pôle emploi, c'est sûr. Pour la rémunération de fin de formation, je pense que c'est une précision qu'il faudra qu'on demande à nos collègues de Pôle emploi. En tout cas, un petit mot sur la rémunération de fin de formation. C'est une rémunération qui intervient lorsque les droits au titre de l'assurance chômage d'une personne viennent à s'épuiser en cours de formation. Lorsque la formation suivie par le stagiaire n'est pas éligible à cette rémunération de fin de formation, la région des Pays de la Loire a décidé, là encore c'est une mesure volontariste, de faire des poursuites de rémunération. C'est-à-dire que lorsque les droits au chômage de la personne sont épuisés et qu'il n'y a pas de rémunération de fin de formation par Pôle emploi, c'est la région des Pays de la Loire qui vient verser une rémunération publique, donc sur la base des barèmes qu'on voit ici. Donc il n'y a pas d'interruption de versement d'aide pendant la formation pour ces stagiaires. Donc là, on vous a remis les barèmes. Colonne de gauche, région 2020, c'était les barèmes applicables avant l'entrée en vigueur des nouvelles mesures. Colonne du milieu, les nouveaux barèmes. Et puis colonne de droite, les barèmes bonifiés sur les actions que l'on citait tout à l'heure. La rémunération planchée à 850 € pour l'ensemble des stagiaires, quel que soit leur âge ou leur statut. On est sur plusieurs milliers de bénéficiaires, quand même sur Région Formation, sur cette mesure à 850. On est, si j'ai les chiffres, donc on est sur en gros près de 5000 stagiaires par an qui vont pouvoir bénéficier de cette rémunération planchée à 850 € par mois. Alors, et pour finir, quelques spécificités sur la rémunération en région Pays de la Loire. En juin 2020, la région a adopté une mesure de doublement des indemnités de transport qui sont connexes à la rémunération. Pour faire très simple, puisqu'il y a de très nombreux barèmes, l'indemnité de transport qui est versée aux stagiaires qui sont rémunérés par la région, elle est de 65 € par mois à partir du moment où leur domicile est à plus de 15 km de l'organisme de formation. Alors, j'insiste sur le fait que cette indemnité de transport, elle est versée uniquement aux stagiaires qui sont rémunérés par la région. Les personnes qui sont indemnisées par Pôle emploi ne peuvent prétendre à cette indemnisation kilométrique. Donc, relais par la région en cas de fin d'indemnisation par Pôle emploi, on en a parlé. Droit d'option pour les personnes RQTH, on en a également parlé. Gestion de la rémunération par DocaPost. Quelques petites spécificités aussi qu'on peut rappeler. La rémunération, elle évolue à la date anniversaire des stagiaires. Une personne qui rentre à 17 ans en formation et qui reçoit une notification de prise en charge à 200 € verra son barème revalorisé le jour de ses 18 ans. Il ne pas à 200 € pendant toute sa formation. Et puis, la région des Pays de la Loire aussi a des modalités de gestion des absences qui sont plus favorables au Code du travail, puisqu'on permet de descendre au niveau de la demi-journée sur les retenues de rémunération en cas d'absence. Alors, la qualité n'est pas excellente, hein, Florian. Il y a c'est assuré. Il y a des moments où c'est très bien, des moments où, alors on arrive, je pense, à te comprendre, mais voilà, c'est pas fluide. Il y a deux nouvelles questions. Y a-t-il une évolution pour les bénéficiaires d'une ARE bien inférieure à 850 € qui n'accédaient pas à la RPS et donc pas à ce tarif? Est-ce qu'ils ont un choix possible ou pas? Alors non, on en a parlé tout à l'heure, le droit d'option est applicable pour les personnes de reconnaissance travailleurs handicapés. La qualité est vraiment mauvaise. Essaye de rester proche, je pense, de ton micro, ça peut être mieux. Alors, droit d'option possible uniquement pour les personnes avec reconnaissance travailleurs handicapés. Sinon, comme on l'indiquait à titre liminaire, les deux régimes sont exclusifs l'un de l'autre avec priorité au droit Pôle emploi de la personne. Donc, non, on ne peut pas opter pour une rémunération région à 850 € si on a des droits au titre de l'assurance chômage. Très bien, très clair. Et puis, concernant les jeunes ayant exercé une activité salariée, de quelle durée d'activité doivent-ils justifier?
Alors ça, les choses n'ont pas changé par rapport à avant. On reste sur une activité de 6 mois sur les 12 derniers mois ou de 12 mois sur les 24 derniers mois. Très bien. Est-ce qu'on est arrivé au terme de la partie sur la rémunération? Peut-être que d'autres questions vous viendront sur la rémunération, et en attendant, on va revenir sur deux questions qui ont été posées un peu plus tôt dans le fil de conversation, notamment qui sont les valideurs? Est-ce que les opérateurs du CEP sont valideurs? Alors, je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Ne vous battez pas. Sous le contrôle de Lidwin et Maëlle, on peut confirmer que oui, les opérateurs du CEP sont valideurs, mais concernant Région Formation, pas seulement, puisque les départements sont aussi valideurs sur l'ensemble de Région Formation. Sachant que pour les dispositifs qu'on vient d'évoquer aujourd'hui, ce sont principalement les valideurs concernant qui sont en lien avec les demandeurs d'emploi, donc les actifs non occupés. Parfait. Et puis donc une autre question de Laurent, des salariés en reconversion aspirent à mobiliser Visa Métier avant qu'ils ne deviennent demandeurs d'emploi. Donc en projet de reconversion professionnelle dit démissionnaire. Dans quelle mesure peuvent-ils positionner ces personnes sur Visa Métier? Alors, il faut qu'on soit bien clair sur le statut. Il faut bien qu'ils aient le statut de demandeur d'emploi et donc qu'ils ne soient plus salariés à l'entrée en formation sur Visa Métier. On ne peut pas être sur une formation Visa Métier avec le statut de salarié. Donc, il faut qu'ils aient quitté le statut de salarié et qu'ils soient demandeurs d'emploi, même s'ils ne sont pas encore inscrits, comme on l'a dit précédemment, chez Pôle emploi. Mais ils ne peuvent pas être encore salariés. On peut préparer l'intégration, mais ils ne commenceront la formation que quand ils auront quitté leur emploi. Parfait. On arrive sur la dernière partie de ce webinaire sur les aides complémentaires. Pour compléter la réponse, Madame la ministre, effectivement, particulièrement sur les formations qualifiantes, dans le cadre d'une évolution professionnelle, et aujourd'hui, la prise de contact, par exemple, entre un salarié qui a un projet de formation et puis l'organisme, bien entendu, est possible avec une étape, bien entendu, de validation, mais qui s'opère en interopérateur CEP. C'est-à-dire que la logique aussi, c'est de permettre la fluidité entre effectivement transition pro et potentiellement un réseau qui accompagne plutôt des personnes en recherche d'emploi. Donc toutes les démarches qui peuvent être effectuées en amont par la personne quand elle est salariée, parce qu'on peut penser par exemple au PMSNP quand on est salarié, c'est possible de le faire, ou vérification de projet. C'est bien le lien entre les opérateurs CEP qui peut s'opérer pour justement être dans cette phase de validation à l'entrée en formation pour les personnes en recherche d'emploi à la date d'entrée, très clairement, comme le disait Madame la ministre. Pour les aides complémentaires, alors du côté des jeunes, pour les missions locales, nous avons aujourd'hui c'est pas un dispositif, parce que c'est un accompagnement en fait global qui est proposé à travers le PACEA, le parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie, qui permet à des jeunes en fait en complément et aussi pour préparer l'entrée en formation de bénéficier d'allocations donc qui peuvent être jusqu'à 300 euros, 497,50 €, et même dans le cas où il y a des ressources, une petite activité ou quelques heures de travail, cette allocation est cumulable. Bien entendu, pour les jeunes qui sont en garantie jeune, l'entrée en formation est tout à fait possible, particulièrement les formations qualifiantes, avec un cumul en fait entre l'allocation et la rému de formation quand elle est possible. Et les conseillers missions locales disposent à ce titre d'un outil en fait dans le système d'info. Et puis de manière plus exceptionnelle, le fonds d'aide aux jeunes, donc mobilisable auprès des conseils départementaux, qui correspond plutôt à une aide ponctuelle. On pense particulièrement aux frais qui peuvent être engagés sur le démarrage de formation, des frais liés au déplacement ou des frais alimentaires, dans l'attente de percevoir cette rémunération. Donc on revient sur le schéma précédent, c'est plus on anticipe, moins on a à mobiliser ces aides-là ou à les mettre en perspective dès le démarrage.
puisque c'est souvent au démarrage en fait, qu'on rencontre les difficultés financières. Pas de questions à ce stade sur les aides complémentaires côté mission locale, donc peut-être les aides côté conseil régional? Oui, donc à côté de la rémunération, deux autres dispositifs d'aide qui peuvent intervenir pour les stagiaires de la part du conseil régional, c'est le Fonds social d'urgence et les plateformes de mobilité. Donc, ces deux dispositifs, ils seront ouverts pour les stagiaires rémunérés par la région des Pays de la Loire, mais également là pour les demandeurs d'emploi qui sont indemnisés par Pôle emploi. Donc, l'ensemble des stagiaires de Région Formation peuvent mobiliser ces deux dispositifs. Le premier, c'est le Fonds social d'urgence. C'est une expérimentation de la région des Pays de la Loire en 2015 qui a été étendue en 2019 à l'ensemble du programme régional de formation et à l'ensemble des stagiaires, donc compris aux demandeurs d'emploi indemnisés par Pôle emploi. C'est une aide de 250 € sur critères de ressources qui vise à aider les stagiaires qui sont confrontés à une situation d'urgence comme un sinistre, un accident, un changement de situation familiale. Elle est sollicitée par l'organisme de formation et pas par le stagiaire lui-même. Il y a une intermédiation et elle ne trouve à s'appliquer que lorsque les autres dispositifs d'aide sociale qui existent ne sont plus mobilisables. Donc, un critère d'urgence et un critère de ressources pour la mise en œuvre de dispositifs qui intervient, enfin qui essaye la plupart du temps d'intervenir dans les 15 jours qui suivent la demande pour un versement de ces 250 € le plus rapidement possible sur le compte du bénéficiaire. Les plateformes de mobilité, là encore, on est sur une mesure de la région qui date de 2019. La région a conventionné au niveau départemental avec des structures qui étaient déjà préexistantes. On est sur des plateformes qui sont là pour fournir un accompagnement sur mesure aux stagiaires pour lever les freins à l'accès à la formation et limiter les risques d'abandon pour des questions liées à la mobilité. Donc, 5 départements couverts. La Loire-Atlantique, c'est une plateforme qui est portée par le département avec des sous-plateformes infradépartementales. Dans le Maine-et-Loire, c'est l'association Infodil. Pour la Mayenne, c'est le conseil départemental comme pour la Loire-Atlantique. Et pour la Sarthe, c'est l'association Carbure PRA. Et la Vendée, c'est la MDEDE de la Vendée. Et donc, sur ces plateformes, on est sur des périmètres qui sont différents selon les départements, avec des moyens d'intervention qui varient également. On va d'un diagnostic de mobilité par des conseillers à des bons d'essence, location de 2 roues ou de prestations varient en fonction du département. Alors, on a Marie Brousseau qui précise qu'en Vendée, ça s'appelle Movea. Oui, c'est Movea qui est porté par la MDEDE de Vendée. Dans le support qu'on vous enverra, on mettra des liens sur le site Choisir mon métier. Il y a une fiche sur chacune de ces plateformes. Il y a une question de Stéphanie de la Chambre des métiers. Un stagiaire prépa avenir a-t-il le droit à un dédommagement kilométrique lors d'un déplacement en stage entreprise? Alors, oui, s'il est rémunéré par la région, à l'occasion de la constitution de son dossier, il peut bénéficier d'une indemnisation. C'est le barème qu'on voyait tout à l'heure sur les plus de 15 km. S'il ne peut pas en bénéficier pendant toute sa formation, il peut également demander à son organisme de formation de déclencher cette aide forfaitaire kilométrique que pour la partie de stage en entreprise qui peut, elle, être plus loin que son domicile. Et donc, oui, il y a possibilité de déclencher l'indemnisation transport soit à l'entrée en formation, soit pour la partie stage pratique uniquement. Parfait. On arrive au terme de cette heure. J'invite peut-être les intervenants à dire un dernier mot si vous avez envie de passer un dernier message. C'est peut-être l'occasion aussi qu'arrive éventuellement une dernière question du côté des participants. Y a-t-il quelque chose sur lequel vous souhaitez insister ou conclure, hein, tout simplement?
Peut-être que si vous n'avez pas eu la possibilité de poser votre question parce qu'elle arrivera un petit peu plus tard, ne pas hésiter à contacter les services de la région pour obtenir les réponses. On reste à votre disposition sur les questions pratiques qui pourraient arriver aussi à l'issue de ce webinaire. Et puis une information pour les organismes de formation prestataires de Région Formation, une réunion ad hoc est prévue à la rentrée pour réaborder avec eux ce sujet des rémunérations, des nouvelles modalités de rémunération et des règles du jeu pour que tout se passe bien pour les stagiaires. Très bien, parfait. Peut-être la réponse peut être apportée rapidement à Stéphanie. Auprès de qui déclenche-t-on l'aide qu'on vient juste d'évoquer, Florian? Alors, l'aide transport connexe à la rémunération, elle se déclenche au moment de la constitution du dossier. Donc, c'est le CERFA RSA. C'est une case à cocher, indemnité de transport. Et en cours de formation, c'est l'organisme de formation qui peut, par mail au service en charge de la rémunération, demander de réviser le dossier en question. Donc, c'est l'OF vers DocaPost, en gros. Parfait. Eh bien, merci à tous pour votre participation, vos questions pertinentes. Merci aux intervenants pour ces supports et puis les réponses apportées. Il me reste à souhaiter à tous un bon après-midi. Voilà, merci. Il y a des remerciements qui arrivent dans la fenêtre de conversation et puis à bientôt pour un nouveau webinaire. Bon après-midi. Au revoir.